toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir à cette soirée de sélection pour l'épreuve d'éloquence d'Artefact 2022 qui se tiendra à Saint-Germain-en-Laye cette année, le week-end du 18, 19 et 20 février, très prochainement. Donc ce soir, nous allons voir passer 5 binômes devant nous, qui sont donc 5 binômes composés de à peu près toutes les promos, et qui nous présenteront 4 minutes de discours autour d'une œuvre qu'ils ont choisie, tout simplement. Ils ont 4 minutes de passage, ils ont choisi une œuvre, donc on a vraiment des choses très variées, vous allez voir. On a vraiment tous les arts, presque. Et ils vont nous présenter ce qu'ils préparent depuis une semaine. Et nous, à la fin de la soirée, avec les membres du jury qui sont composés de Pavitra, écrivain, Antoine Lézé, et moi-même pour compléter ce trio tribun. On a la chance ce soir de co-organiser cette soirée de sélection avec 3 membres du BDA qui constitueront ce jury et qui sont Eva, Lia, Anastasia. Donc nous remercions chaleureusement d'être là ce soir et de juger ces sélections avec nous. Et puis pour présider ce jury d'exception, on accueille Monsieur Marie. Également l'honneur de présider ce jury ce soir. Donc nous attribuerons, malheureusement, dû à des raisons académiques un peu particulières, on ne pourra sélectionner on ne pourra pas sélectionner tous les binômes qui se présenteront ce soir, parce que certains ont trop de travail ou ont des cours qu'ils ne peuvent pas louper. Par conséquent, on attribuera plusieurs prix. Le prix du binôme sélectionné, bien sûr, mais également des mentions spéciales dont on parlera plus à la fin de cette soirée. Voilà. Donc on va commencer tout de suite ces sélections, si je viens d'oublier, avec le premier binôme de la soirée, qui est Antoine et Laura. Monsieur le Président, nous sommes en guerre. Du moins, c'est vous qui le dites. Guerre. Situation conflictuelle entre deux ou plusieurs pays, États, groupes sociaux, individus, qui se règle par une lutte armée. Lutte armée. Conflit qui s'achève par des morts, des disparus, des défigurés, des gueules cassées, des destins brisés, des enfances oubliées. La guerre tue, la guerre détruit. Elle enterre les corps et les âmes. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. On m'accusera d'abandonner ma patrie. On m'accusera de ne pas faire honneur à mon pays. On m'accusera encore de manquer au devoir de ma vie. Mais il y a bien d'autres façons d'honorer ses idées. Refuser d'obéir, ce n'est pas refuser de combattre. Au contraire, le combat peut se faire désarmer. Il suffit juste de penser. Boris Vian nous a dit que pour écrire, il faut vivre. Mais vivre la guerre, c'est mourir. Alors comment fait-on pour vivre? Je refuse d'aller combattre pour une cause que l'on m'a imposée et pour laquelle je pourrais perdre ma bonté. Je ne veux pas de sang sur mes mains, et encore moins celui d'un gosse de 20 ans à qui on a obligé d'aller sur le front. Pensez à cette mère, ce père, cette sœur, ces amis qui pleurent cet enfant. Parti à 20 ans, il n'est pas revenu. Non. Ce jeune homme souriant, personne ne l'a jamais vu. Emporté par une guerre qu'il n'a pas choisie. Refuser d'obéir, refuser de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. On aurait pu vous croire, Monsieur le Président, quand vous disiez que l'on n'avait rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Mais ils oubliaient notre capacité à défendre nos idées et notre dignité. Ils oubliaient notre volonté de construire un monde pacifié. Tous ceux qui croient en l'héroïsme de tomber au combat oublient
la noblesse de la lutte pour la paix. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, si j'avais eu à choisir mon camp, qu'importe. J'aurais honoré mes idées et j'aurais déserté. Je ne suis pas un lâche, au contraire. Je reste fidèle à mes convictions. La seule différence, c'est que moi, mon idéal, il ne porte pas d'armes. La force des mots dépasse celle des affronts. Aux déclarations de guerre, je préfère les déclarations d'amour. Aux coups de fouet, je préfère les coups de foudre. Aux frappes de napalm, je préfère les frappes des mots, car ceux-ci toucheront ton cœur plutôt que de toucher ta peau. Je m'appelle Léon Dujardin, mort pour la France à Verdun. J'aurais préféré déserter. Je m'appelle Andrew Smith, puis en Normandie le 6 juin 1944. J'aurais préféré déserter. Je m'appelle le dormeur du Val. J'ai 2 trous rouges au côté droit. J'aurais préféré déserter. Tous les soldats ne sont pas comme Ryan. On ne vient pas les sauver. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Donc on accueille tout de suite Mathilde Hervé et Émile Lebert. Tu vois, Émile, l'artiste apporte la lumière là où un jour elle s'est éteinte. Waouh, j'ai rien compris. On va arrêter à l'instant. Non, Émile, franchement, tu fais aucun effort. Tu mesures même pas la chance qu'on a d'être devant cette œuvre. Le baiser de Klimt, c'est magnifique. Ouais, c'est grandiose, mais on peut partir maintenant. Non, non, franchement, Émile, t'abuses. Détends-toi, on va y aller au concert de Colonel Riel, c'est bon, c'est dans 5 heures encore. Bah, je voulais être à la barrière. En plus, si tu regardes bien, Colonel Riel et Klimt, c'est un peu le même combat. Ok, alors là, je vais avoir besoin de 2-3 explications. Attends, c'est très clair. Regarde le tableau. Ils sont au bord du gouffre. Ils l'embrassent, mais pourraient la pousser. Comme une preuve d'amour, une sorte de « je saurais prendre soin de toi, laisse-moi ma chance, tu verras ». Puis Klimt fait une peinture qui représente la pureté. Il l'embrasse d'ailleurs sur la joue et pas sur la bouche. Ils s'aiment vraiment. On assiste à une scène d'amour sincère dans un monde où le sexe prime. C'est pas que j'aime pas les galeries d'art, ou ce tableau-là en particulier. Mais on dirait une mauvaise scène de séduction sur une herbe à peine verte, une sorte de mix bas de gamme entre Next et L'amour est dans le pré. Après voilà, c'est que le style fleur bleue c'est vraiment pas moi, mais je peux rien y faire, il faut que je l'exprime. C'est un tableau qui me laisse de marbre et qui manque simplement d'âme. Rappelons quand même que dans la littérature récente, ce tableau est interprété comme la représentation symbolique du moment où Apollon embrasse une nymphe. Apollon, dieu de la lumière, de l'art et de la beauté. Avec un coup pareil. Non, là c'est pas la peinture qui me quitte, c'est moi je quitte la peinture. Émile, c'est interdit, y a pas de droit. Non mais laisse-moi être celui qui brave les interdits. Les chances sont minces, le vigile est gros. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce tableau ? Moi, ce que je vois dans ce tableau, c'est que elle est levée contre lui, immobile, comme s'abandonnant aux bras de Morphée, alors que non, ce sont les bras de son amant. Envahie d'une chaleur, couleur dorée, l'atmosphère est celle du jardin d'Éden, les amoureux sont divins et le tableau étincelant. Des choses plus saines, avec moins de seins mais plus de symbiose, c'est bien le baiser de Klimt. Discret, l'érotisme n'en est pas moins beau. Preuve que même sans mots, mais juste d'un trait de pinceau, l'artiste esquisse un magnifique scénario. Comme s'il n'existait que l'amour. Nous sommes transportés car finalement c'était peut-être la seule intention de l'œuvre elle-même, faire voyager nos sentiments. Des cercles voluptueux, aux tranchants rectangles en noir et blanc, nous sommes dans une douce fantaisie qui traduit ce que l'on ne voit pas. Car tu sais que lorsque Klimt le peint, il est envahi d'une volonté de rupture, et il nous représente l'union. Les multiples critiques sur sa carrière entraînent la naissance d'un chef-d'œuvre, comme si du malheur naissait le bonheur, comme si du désespoir naissait la réussite, comme si de l'intimité naissait une preuve d'amour dévoilée au monde entier.
Alors si toi tu vois une ode à colonel réel, et promis on part bientôt, tu l'auras ta place en VIP, moi je vois juste de la simplicité, entourée de 1000 figures de style colorées. Nous voilà envoûtés avec célérité, transportés, exaltés, passionnés, ensorcelés. Voilà que finalement d'un simple tableau naissent 1000 mots, car c'est peut-être l'intention de l'art lui-même, nous faire dire ce que l'on ne voit pas. Non, franchement, je vois pas. Mais c'est sûrement le but. Tu es envoûté et moi impatient de partir chanter. Non mais en fait pas besoin d'un tableau pour te faire exprimer tes sentiments. Au bout du compte, l'art n'explique rien, mais ne s'explique pas non plus. Il est aussi personnel que ton goût pour les chansons de colonel réel. C'est vrai que c'est cool de voir des styles différents. Mais comme je l'ai dit, pas si éloigné. Non mais en fait l'essentiel, c'est que tout le monde s'y retrouve en fait. Moi j'adore cette œuvre, toi c'est une grande source d'inspiration pour tes vannes. Sûrement que si on s'était retrouvé devant 10 vols par exemple de Banksy, nos rôles auraient été inversés. C'est plutôt vrai. D'ailleurs, hier j'en parlais avec Aurélie. Et elle n'était pas d'accord, elle voyait les choses autrement. On accueille tout de suite Eliette et Iliane. Nous sommes en guerre, ni contre une armée, ni contre une nation, mais les ennemis sont là, tout proches, chez nous, autour de nous, avec nous. Les ennemis sont là et ils nous attaquent, nous assiègent, nous malmènent, nous attrapent. Les ennemis sont là et alarmants, agressifs, hostiles et effrayants, ils nous laissent peu d'espoir, tracent nos trajectoires et disparaissent dans le noir. Parfois, c'est sous forme de molécules qu'est la menace, ou sous forme de particules. Elles sont minuscules, elles s'articulent, on capitule, elles nous manipulent, et si je récapitule particulièrement, dites à notre gouvernement qu'un marché, des taxes, de simples changements ne suffisent plus à stopper le réchauffement. Alors oui, vous l'aurez compris, les effets de serre constituent bel et bien une menace invisible, un ennemi impalpable, un adversaire implacable. Mais qu'en est-il de ceux qui tuent de manière soudaine, de ceux qui hackent de façon malsaine, de ceux qui contaminent sans avoir de peine? En réalité, omniprésente est l'adversité, lorsque remise en cause est notre droit de citer. J'use donc de mon droit de citer l'un de ceux qui, par sa vivacité et sa technicité, dénonce la toxicité et la mysticité d'un système qui, usant de la publicité, plonge l'humanité tout entière dans la peur et l'atomicité. C'est donc en Saint-Jean Issa Lorenzo Giacate, maître Chêne, aussi appelé le professeur, que je souhaite clore et mettre fin à ce plaidoyer, car en effet, comme il le dit si bien, face à la menace, la peur est naturelle, mais le courage nous permet toujours de festoyer. Merci Iliane pour tes propos et permettez à mon tour de vous déclamer mes mots. Certains disent que ces rimes sont à prendre avec des pincettes, mais la justice a quand même ouvert une enquête sur ces textes, pas toujours très nets. De racisme, sexisme et antisémitisme, il est accusé. Peu importe ici la liberté de créer. Quand on ne se penche pas assez sur ces textes, c'est vrai qu'ils peuvent être mal interprétés. Mais on lit quand même dans les médias que son obsession pour les juifs est pointée par la LICRA. 667, qualité comme de la soie, tous les jours, rien à foutre de la Shoah. Pourquoi écrire des paroles aussi crues quand on fait des millions de vues et quand on est aussi connu? C'est dommage de sortir de l'anonymat en chantant Hitler, les Juifs ou Omar Molla. Freeze, je ne sais pas quelles sont tes intentions, mais incompris ou pas, tes rimes sont là. Et c'est ça aussi, la menace fantôme. Ce racisme et ce sexisme, assumé, chanté, rappé. Une incitation à la haine, à la violence, répétée par les jeunes dans les cours de lycée. C'est ça aussi, la menace fantôme. Des propos choquants, marquants, poignants, qui resteront sur la toile gravée pendant des ans. Tu ne peux pas dire que tu arrives, déterminé comme Adolphe dans les années 30, sans penser au poids de tes paroles dans la bouche de ceux qui les chantent. Les mots sont des armes puissantes, des armes violentes qui peuvent être aussi bien intelligentes qu'inconscientes. Freeze, je peux aimer ce que tu fais, mais toi qui es écouté, fais bon usage de ta célébrité. N'oublie pas que tes idées peuvent faire changer la société. Le monde du rap est un monde un peu à part, un répertoire ni tout blanc ni tout noir qui cherche à casser les standards. Alors comment parler de Freeze Corleone sans friser la politique, lui qui fait saigner la plume des journalistes avec ses nombreuses polémiques?
Et même si ses paroles ont pour vous un drôle d'arôme, malgré cela, il a su faire de la menace fantôme son royaume. Terrorisme, cyberattaque, épidémie et pollution, nombreuses sont les menaces que l'on ne perçoit pas. Dans une époque où l'humanité est menacée, impactée, sclérosée, l'union doit s'imposer comme une maxime universelle à l'agenda. Dans notre monde où le racisme, les discriminations et le sexisme font de l'homme et de la femme une proie, c'est au rap, à l'art et au cinéma de dénoncer et d'en faire état. Le rap est noble à condition d'en faire bon usage. Le rap est noble lorsque bienveillants sont ses messages. Les rappeurs influents doivent véhiculer des bonnes images. Et nous, auditeurs, il est dans notre responsabilité d'en faire bon usage. Merci à vous. Et maintenant, on appelle à la barre Emma Torres et Ulysse Barba. Entraînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, la foule est une mélodie qui m'emmène dans un autre univers. La foule est dense et vide, elle est lourde et légère. Son corps me dévore, je suis emportée par elle, mon corps se délaisse, enivré d'une ivresse. Je sens les pulsations de mon cœur qui vibrent au rythme des pas. Ma marche s'accélère et je contemple ce spectacle en écoutant chanter les instruments qui animent ce mouvement. Mon pas devient de plus en plus rapide, tout danse autour de moi. La foule est un refrain entêtant, joyeux et plein d'entrain. Elle est grande et minuscule, elle est un corps de cellules. Chaque individu qui la compose participe à la création de cette osmose. Écoutez les pas saccadés et réguliers qui résonnent à l'unisson. Ce sont les tambours au fond de l'orchestre qui marquent la pulsation. Entendez les pizzicatos des violons, ce sont les battements du cœur de cette foule qui vibre comme un diapason. Concentrez-vous sur la mélodie de la flûte, puis de la clarinette et du hautbois. Elle lie les cours entre eux dans un mouvement voluptueux et gracieux. Les notes sont comme des vagues qui viennent s'échouer sur la plage et repartent. Elles s'opposent au martèlement des tambours et viennent lier la foule. La clarinette est la clé de voûte, la pierre angulaire du morceau. Elle est le corps qui bouge, qui danse, qui chante et qui s'exprime. Ces notes vous envoûtent et vous noient dans la foule. Contrairement à ce que cette prestation a pu vous montrer, le boléro de Ravel qu'Emma vient de vous décrire si poétiquement m'évoque beaucoup de souvenirs et beaucoup d'émotions. En particulier l'un que je vais vous raconter. J'étais, il y a quelques années encore, élève dans un conservatoire où je me produisais au sein d'un orchestre. Au sein de cet orchestre, je exerçais parfois la fonction de soliste, que je devais malheureusement partager, car je suis loin d'être un virtuose, avec un autre élève, ce qui créait bien entendu des rivalités. Et ces rivalités ont atteint leur paroxysme le jour où notre professeur a dû décider qui de nous deux jouerait le boléro de Ravel. Bien entendu, les professeurs n'ont donné aucun avis jusqu'à la dernière minute, et à 15-16 ans, les tueurs à gages sont trop coûteux pour pouvoir y encourir. Nous n'avons pas eu d'autre choix, nous avons dû travailler d'arrache-pied pour essayer d'influencer sa décision. Autant vous dire que nous nous sommes assis avec une certaine anxiété le jour du concert, en attendant le verdict. À notre grande surprise, il n'y eut finalement que des gagnants. À moi le thème A, à mon rival le thème B. Si le chef d'orchestre avait volontairement laissé planer le doute si longtemps pour nous motiver à travailler le plus possible et construire notre performance, c'est que si nous n'avons brillé que tour à tour ce jour-là, c'est bien grâce à notre rivalité que nous avons pu forger notre performance, c'est bien de la rivalité et de la confrontation qu'est née la cohésion. Cela il peut sembler bien anecdotique, je le reconnais, mais je suis certain que parmi vous, les artistes et les sportifs se reconnaîtront en partie dans cette histoire. Car il n'y a pas qu'en économie que la concurrence peut être créatrice. Si les instruments semblent donc se contredire, ils jouent paradoxalement ensemble et en harmonie. Comme cette foule composée d'individus qui se croisent et se bousculent tout en formant un corps complexe. En communion, c'est une euphonie.
La clarinette n'est donc pas la clé du morceau, elle prend sa place parmi un ensemble complexe et majestueux d'instruments qui se complètent et chantent de nous. Chacun nourrit le corps du morceau comme les corps nourrissent la foule. Les instruments de Ravel sont une foule grandiose. Les tambours, hautbois, violons, flûtes et clarinettes parlent ensemble. Ils se répondent à l'unisson et leur voix transporte en elle une émotion. Le seul l'union et la cohésion. Mais cette cohésion repose avant tout sur des paradoxes. Et si le plus sûr moyen d'attirer les spectres est de construire votre maison sur un cimetière indien, le plus sûr moyen d'attirer la critique est de construire sur un paradoxe votre œuvre. Ainsi, nombre de voix se sont élevées, philosophes, musicologues. Mais le paradoxe le plus important et celui sur lequel je confierai cette prestation est le suivant. Les révolutions sont toujours au-delà de la mesure de ce que pourrait prédire leur instigateur. Et ainsi, nous venons de disserter pendant 4 minutes, ou un petit peu plus, je m'en rends bien compte, sur ce que Ravel ne percevait lui-même que comme une simple étude d'orchestration. Et on accueille maintenant Enzo et Juliette. Merci. Pas une âme en vue. Rien qui trouble l'oreille. Personne. On a de soif, on me disait. Attends, voilà, toi. Qu'est-ce que tu veux? Je te dessine un mouton. Non, j'en ai assez de ces blancs troupeaux de papier. Ne me dessine plus de moutons, ils m'endorment. Puis il suffit de regarder le nombre de militants d'En Marche pour se rendre compte que le monde en est bien lassé. J'ai grandi, j'ai voyagé et j'ai vu le monde dans toute son absurdité. Les renards, ils sont moins faciles à apprivoiser. Les roses, ils chutent bien plus souvent dans les sondages que dans les jardins. Et les éléphants craignent bien plus les braconniers que les serpents boa. Puis les braconniers, il y en a jusque dans les directions des IEP. Les éléphants qui sont sans défense. Dans le désert, le pire des prédateurs, ce n'est ni ton boa, ni braconnier. C'est bien la misère. À défaut de rente sur les ovidés ou de moutons qui tombent du ciel, tu devras travailler, batailler pour payer tes kebabs. Assez de belles illustrations, il faut apprendre à lire. Le travail structure, à l'image de cet allumeur de réverbère qui fait jour et fait nuit depuis que nous parlons. Bonjour, d'ailleurs. Il y met toute son âme et fait de sa besogne un art. Mais il passe à côté de sa vie. Cette flamme qu'il rallume dans cette cage métallique toutes les 15 minutes a quitté son regard et son cœur depuis bien trop longtemps. Ce travailleur est devenu aussi froid que son réverbère. Quelle nuit annonce-t-il, si ce n'est le coucher de soleil sur l'humanité? Bonsoir. Mais pourquoi crois-tu donc qu'il allume ce réverbère, si ce n'est pour donner un sens à sa vie? Pourquoi crois-tu qu'il vit, si ce n'est pour ce réverbère? Bonjour! Il sait que sa vie s'arrête à sa lampe. Il ne cherche pas, lui, à allumer le soleil. Moi, mon petit, je me suis acharnée pour pouvoir obtenir ce que j'ai. Mon avion, mon carnet, mes moutons. Je les tiens de mes propres efforts. Bonsoir. Mais alors tu es comme ce businessman qui scrute les étoiles au lieu de les admirer. Vous comblez le vide de vos âmes avides par votre course à la surenchère. Cette course à qui aura le plus gros montant d'étoiles s'étend jusqu'aux confins de l'infini. Des comètes, aux galaxies, aux planètes, même mon petit astéroïde, rien ne peut s'en mettre en travers de sa course inarrêtable. La course à l'inflation, cette bulle spéculatoire continue et jamais ne s'arrête. Paris, Paris, on spécule. Bonjour. Et puis de quel droit vous associez-vous à ces soleils? Êtes-vous comme ce monarque qui ne règne que sur un caillou et prétend commander l'univers? Non, je ne mange pas de ce pain-là. J'ai une grande planète, moi, monsieur. Je n'y suis pas seule. Je n'y règne pas. Et j'ai d'autres choses à allumer qu'un réverbère ou une rébellion mal placée. On ne comptabilise pas les rêves, certes, mais on mesure les actions. Un peu de pragmatisme ne te ferait pas de mal. Tu m'as l'air aussi déraciné que ton businessman, et esselé et triste que ton triste cire. Bonsoir. Je manque peut-être de racines. Nous sommes des arbres différents. Je suis un être libre, sans chaîne, qui n'a pas besoin de penser tous les jours à son boulot pour gagner son pain. À me noyer sous le travail. Je me suis heurté au monde, à la réalité. Faisant fi de ses piques, j'ai séduit une rose. Et passant outre les ruses du renard, j'ai fait du goupil mon ami. Oh, comme c'est mignon. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Tu n'apprécies que la fiction, mon mouton que vient quand je ne dessine que la boîte. Bonsoir. S'apprivoiser, se soutenir, mutualiser. Quelle sottise. Crois-moi,
Nombreux sont ceux qui privatisent plutôt qu'ils apprivoisent. Et tu seras content quand tu auras fait quelque chose d'en être le propriétaire. Si je te volais tes volcans, tu accepterais de colère. Si je te reprenais ton mouton, tu bêlerais. C'est beau de se syndiquer, mais le MEDEF existe aussi. C'est quoi la prochaine étape? Apprivoiser ton patron? Dessine-moi une fiche de licenciement. Sans moi, le patron n'est patron de rien. Sans sujet, le roi n'est que néant. Et sans vaniteux, sans admirateur, qu'est-ce que le vaniteux? De son ivre planète à l'alcoolique, à ma rose, sans pétale ni défense. Nous avons tous besoin des autres. Garçon, crois-moi, il vaut mieux que tu lâches tes idéaux et que tu viennes travailler avec moi. Bonjour. Viens, on sera deux, on s'apprivera à se voir si tu veux, mais il faudra bosser si tu sais bien faire quelque chose de tes 10 doigts. De mes 10 doigts, je ne t'entends qu'un. Il est pointé vers la lune. Espérons que cette fois-ci, le regard de l'imbécile ne s'y arrête pas. Bonsoir. Mais qui est composé de Nora Vitali et Rohan. Ancêtre de l'homme, parent de l'humain, bien profond avec le fécond, mais toujours des êtres vus comme primitifs. La DDHC est avérée. La DDSP, Déclaration des droits du singe et du primate, un projet sur le point d'être avéré, d'être voté. Le temps de la primauté de l'homme est révolu. Nous sommes dans une gare à la croisée des chemins, ou dans une assemblée. Nous sommes l'élite d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Et ceux que nous croisons hors de cette assemblée ne sont rien. Chers collègues, certains nous diront que le changement, c'est maintenant. Mais je ne suis pas d'accord. Cette idée de DDSP, c'est de la poudre de perlimpinpin. Une illusion qu'on nous sert à intervalles réguliers pour mieux nous asservir. Alors je vous le dis, battons-nous ensemble pour nos droits. Oui, je vous le dis, singes de tous les pays, unissons-nous. De la poudre de perlimpinpin, venant de la bouche d'un branquignol, soumis à la servitude volontaire. Monsieur, singe, consinge, stoppez la bruit ici. Méfiez-vous de la Macronie. Vous n'êtes qu'un singe réfractaire, et bientôt, notre vol vous fera taire. Le changement, c'est maintenant, mais notre cher consinge ne souhaite pas avancer. Il ne souhaite rien faire, seulement rester à l'état passif et continuer à nous montrer comme primitifs. Monsieur, vous n'êtes qu'un enfant de bourgeois. Mon peuple, ne vous laissez donc point berner par un singe se prenant pour un sophiste. L'heure de la gloire et de la liberté en sonne. Décidément, nous entendons bon nombre de carabistouilles dans cette assemblée. Non, je ne suis pas réfractaire, je suis révolutionnaire, car nous sommes en guerre. C'est singe du monde. Notre peuple a trop longtemps souffert, martyrisé, outragé. Alors maintenant, allons en quête de notre liberté. Affirmons nos droits sans bande sang, mais avec bon sens. On nous qualifie de primitifs, mais montrons que nous sommes aussi doués de raison. Levons-nous et élevons nos voix. Puisque bipèdes nous sommes, levons-nous et réclamons notre dû. Se lever, oui, mais pas au sein d'une assemblée. L'inaction dont vous faites preuve pour la cause commune que nous défendons est une épreuve pour le militant que je suis. Reconquérons notre planète avant qu'elle ne brûle pendant que nous regardons ailleurs. Au sein d'une assemblée, nous ne sommes plus des êtres primitifs. Libre vous de rester à l'état passif, primitif, mais libre de leurs conditions. Veuillez conclure. Au revoir. Le jury va se retirer pour délibérer
C'est une superbe prestation. Et Lise, on revient. 1 hour later. Le moment tant attendu est arrivé, c'est l'heure de vous donner les résultats. On va commencer par vous donner les noms des 2 mentions spéciales qui nous ont particulièrement touchés pour une raison particulière, avant de vous annoncer le binôme qui sera effectivement sélectionné pour représenter l'IEP à Artefact à Saint-Germain dans quelques jours. Alors, on va commencer par vous annoncer, on a décidé de décerner un prix de l'écriture, parce qu'il y a un discours qui était particulièrement bien écrit, qui se répondait en rime, qui était très convaincant. Et on a donc décidé de l'attribuer à Iliane et Eliot. Donc il y a une deuxième mention spéciale, Ouais. c'est ça on a choisi d'attribuer du coup la mention spéciale coup de cœur. C'est ça? Ouais. Du jury. Et du coup c'est pour Le Déserteur de Antoine. Bon, et donc le binôme qui représentera Saint-Germain pour Artefact 2022.